Notre thème aujourd'hui, c'est le sport féminin incarne-t-il un nouveau souffle? Bon, on a quand même l'impression que c'est un thème de philo pour une classe de terminale, mais non. Alors oui, le monde a changé. Alors, est-ce qu'il incarne une brise de considération pour les athlètes féminines, un ouragan d'acceptation pour les sportives, ou une tornade, une révolution dans le monde du sport? Vous avez vu? L'allégorie, elle est bien faite. Donc juste pour commencer, chacune d'entre vous, une image des Jeux Olympiques chez les filles, parce qu'on va partir de là, on va partir des Jeux Olympiques quand même, puisque c'est la base de cette évolution que l'on espère et qui s'est produite aussi. Alors on y va, Isadora? Oui, alors une image, c'est difficile de choisir du coup, parce que pour être honnête, comme je suis dedans, je regarde pas vraiment en même temps les compétitions, mais je dirais que c'est peut-être celle avec qui je me suis entraînée, celle avec qui on s'est vu en coulisses s'entraîner jusqu'aux Jeux Olympiques, donc je dirais Manon Brunet et Sarah, la finale 100% féminine française au sabre. Et aussi Marie Patouillet, qui m'a aussi beaucoup touchée aux Jeux paralympiques. Lisa? Moi, je vais dire une image qui a fait du bien à la petite fille que j'étais à ce moment-là. C'est que j'ai pu rencontrer Cléopâtre Darleux. Et pour moi, c'est une sportive extraordinaire. Et j'étais assez époustouflée de ces Jeux Olympiques, de pouvoir rencontrer des sportives qui m'ont inspirée dans ma carrière, et partager un repas avec Cléopâtre, là, ça a été le summum pour moi. Alors, Andrea? Pour moi, ça serait un... Ah non, pas le foot. Non, ça serait... J'ai même pas fait. Ça serait un kaléidoscope d'images. Ça serait tous les unes de tous les journaux qui ont mis les filles à la une. C'est quelque chose que les Jeux Olympiques ont vraiment propulsé. C'est l'image du sport féminin à une de la presse. Et Sophie? Et moi, j'ai eu la chance d'aller à la finale du hand. Alors, on n'a pas gagné, mais l'ambiance était dingue, c'était exceptionnel à Lille. Donc, ça, c'est une première image. Et la deuxième, c'est Marie Patouillet, parce que c'était fantastique et super émouvant. Alors, on va vous donner quelques... Ah bah, tiens, Guillaume, il veut parler. Si vous voulez. Ouais, bah, si, vas-y. Moi, c'est Zakia Koudadadi, je ne sais pas si ce nom vous parle, qui était en pleine prise de Kaboul, coincée par les talibans en Afghanistan au début des Jeux paralympiques de Tokyo. Son histoire a balayé les réseaux sociaux à ce moment-là. Elle a pu venir grâce à la France. Elle a fait un petit stop à l'INSEP avant de repartir à Tokyo. On a pris l'avion ensemble par hasard. Je l'ai vu filer avec Roxana Maracineanu, la ministre des Sports de l'époque. J'ai suivi son histoire. On a travaillé avec une équipe de production sur un documentaire qui s'appelle Accord perdu, qui est passé chez vous à France Télévisions, dont on a raconté son histoire et sa qualification pour les Jeux à Sofia, avec son entraîneur qui est dingue, une femme de para-taekwondo. Et voilà, son histoire, qui aurait pu être celle d'un homme, mais en l'occurrence de cette femme forte aussi, parce que là-bas, quand on est une femme et quand on veut faire un sport tout court, je ne parle même pas de sport de combat ou des sports dits virils et masculins, tout ça, c'est très compliqué, c'est une question de vie ou de mort. Son parcours m'a particulièrement marqué, et de la voir briller, décrocher une médaille de bronze, elle aurait rêvé de le faire pour la France aux Jeux de Paris. Voilà, son parcours à elle m'a inspiré beaucoup. Ah bah, je vais parler de moi. Non, moi c'était l'équipe de France de gymnastique, d'abord parce que je l'ai commenté, et le sport c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment on peut s'entraîner comme des dingues, on peut être les meilleurs du monde et avoir tous les espoirs et tout qui reposent sur ses épaules, et le jour J ça passe pas. Et on a vu le désespoir de toutes ces filles, mais quand on dit désespoir, c'est-à-dire que même à l'heure actuelle, elles ne savent pas ce qui s'est passé. Elles n'arrivent toujours pas à s'en remettre. Et le sport, c'est ça aussi. Ce sont des belles médailles comme Isaura et Elisa, mais ce sont aussi des grosses défaites avec des années d'entraînement, d'abnégation, des jeunesses qu'on sacrifie. Lisa et Isaura peuvent en témoigner. Et voilà, le jour J, parce que ce n'est pas le moment, parce que voilà, y a plein de conjonctions, d'éléments additionnés qui font que ça ne passe pas.
Et c'est ça, le sport, que ce soit féminin ou masculin. Alors, pour revenir sur des trucs plus joyeux, juste vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que les épreuves féminines aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, chez nous, chez France Télévisions, ont représenté 37% du volume des épreuves diffusées. 22% de sport féminin a été retransmis pour les Jeux paralympiques. Pourquoi c'est différentiel des Jeux paralympiques? Parce que déjà, il y avait moins de filles engagées et que nos choix se font, comme je le disais l'année dernière, en fonction des chances de médaille et que pour les Jeux paralympiques, eh bien forcément, le CC Foot, tout le monde a brillé et surtout à vibrer pour cette épreuve, et ça a pris beaucoup d'heures d'antenne. Mais ce qu'il en ressort, selon une analyse et selon un rapport de l'ARCOM, c'est que 57% des personnes disent avoir changé leur regard sur le sport féminin et que 54% déclarent suivre maintenant les compétitions de sport chez les femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes les quatre, ces chiffres qui sont quand même hyper élogieux pour le sport féminin et surtout de bon augure? Tout le monde se regarde. 1, 2, 3. En fait, il y a un chiffre qui est encore plus impressionnant, c'est que 50% des fans de sport féminin sont des nouveaux fans. C'est-à-dire qu'on commençait à s'intéresser au sport féminin depuis moins de 5 ans. On a un tournant qui se passe au moment du Covid. C'est un peu bizarre, mais j'imagine que tout le monde s'est posé la question de savoir ce qui était important dans la vie. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens se sont dit, finalement, il y a quand même la moitié de l'humanité qui est intéressante aussi dans le sport, donc on va s'y intéresser. C'est un chiffre qui est récurrent partout, en fait, dans tous les pays. Ce chiffre de 50% des fans qui sont des nouveaux fans, ce qui traduit une trajectoire de croissance assez fantastique. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis, puisque j'ai travaillé les 4 dernières années sur le projet de l'Olympique Lyonnais aux États-Unis, et c'est un raz-de-marée, en fait. Donc il y a un vrai potentiel important, économique, et cette nouvelle base de fans, il faut aller la chercher où elle est. Isaura, est-ce que vous avez pu sentir un frémissement, un changement par rapport au regard de votre sport, qui quand même est un sport qui se pratique aussi bien chez les garçons, chez les filles, comme le tir à l'arc? Donc. C'est sûr qu'en tant que sport olympique et sport amateur, pour nous, les Jeux olympiques, c'est toujours très important. Après, c'est un chiffre qui... pour la France, en tout cas, je garde encore des réserves parce qu'il y a toujours cette fenêtre médiatique qui est très très forte lors des Jeux Olympiques. En plus, ils étaient à Paris, donc en France, donc il y a un vrai engouement. Et puis après, ce qu'on a constaté, je pense pas que dans le sport féminin, mais qu'il y a un peu une chute après les Jeux. Donc je crois qu'il y a vraiment ce problème d'accessibilité au sport féminin. Où est-ce qu'on nous voit? Nous, en tant qu'athlètes féminines, où on fait de l'escrime. Déjà, l'escrime n'est pas beaucoup médiatisé, mais s'il y en a 2 en France, il y a 2 Coupes du Monde qui se passent en France, elles sont masculines, donc c'est eux qui passent à la télé. Nous, on passe pas à la télé, donc ça veut dire 4 ans sans être visible. Et en effet, si ça permet aux gens de nous découvrir, parce qu'on n'est pas le même public nécessairement que les amateurs ou les fans de sport masculin, comment on arrive à les toucher, à les atteindre. Parce que nous, en tant qu'athlètes, on n'a pas le temps nécessairement de faire notre promotion, de se rendre visible et de pouvoir toucher les gens qui aimeraient nous suivre, quoi. Donc je pense que ça, c'est un vrai enjeu. Donc c'est super d'être visible aux Jeux Olympiques tous les 4 ans. Il y a toujours un boom des licences après, à savoir qu'en effet, on touche les petites filles qui se disent... oui, moi aussi, j'ai envie de faire ce sport. Donc, il y a un boom des licences après. Mais comment on les garde dans ce sport? Comment on se dit, comment elles se disent, qu'elles peuvent avoir un avenir sportif ou professionnel dans cette discipline? Parce que c'est pas évident d'en vivre encore aujourd'hui. Parce que pas de visibilité, pas de sponsor. Et du coup, pas de professionnalisation de notre sport. Et au-delà de ça, je pense même qu'en tant que sport loisir, quand tu as parlé du Covid, je pense qu'aussi les gens se sont dit quelle est la place du sport dans ma vie, et qu'il y a une recherche aussi identitaire il n'y a pas que le sport de haut niveau, il y a aussi le sport bien-être, et comment en tant que femme dans la société j'intègre le sport à mon mode de vie. Voilà. Lisa, est-ce que toi tu as vu un changement par rapport au regard féminin porté sur ton sport? Oui, il y a eu un énorme changement après les Jeux.
Ces Jeux Olympiques ont été extraordinaires pour le tir à l'arc parce qu'on ramène 2 médailles, ça a été jamais fait jusqu'à présent, et 2 médailles dans des catégories où il n'y en avait jamais eu avant. Donc il y a eu ce truc-là de nouveauté et qui a, je pense, plu aux gens parce que les gens ont pu se dire ouais, mais c'est super le tir à l'arc. Et donc il y a eu ce que tu as dit, Isaura, juste après, un gros boom des licences, mais un gros boom des licences au niveau des petites filles. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je trouve que dans les clubs, non seulement il y a eu les petites filles, mais parfois il y a eu aussi leurs mamans qui sont venues s'entraîner, qui sont venues faire du tir à l'arc, qui ont venu essayer. Et ça a changé. Et aussi, le tir à l'arc et l'escrime sont des sports qui sont prescrits sur ordonnance après un cancer du sein. Et du coup, ça aussi, les gens ne le savent pas forcément, mais ça peut permettre peut-être des vocations ou peut-être de se dire pourquoi pas moi aussi. Et je trouve que oui, il y a eu un gros boom et c'est tant mieux que ça a été à Paris et tant mieux si on arrive à surfer encore sur la vague jusqu'à 2028. Alors toi, Andrea, tu œuvres pour le foot féminin. Qu'est-ce qui a changé? Alors, on ne va pas dire que c'est par rapport au jeu, évidemment, mais qu'est-ce qui a changé depuis, on va dire, nous, on s'était vu il y a un an, on va dire depuis un an, par rapport à l'implication des jeunes filles et surtout des clubs féminins qui attirent de plus en plus de public et attirent de plus en plus de monde. Oui, donc déjà, nous, on a beaucoup de chiffres, on a la chance d'être plus médiatisés aussi et d'avoir plus de données. Donc je peux confirmer qu'effectivement, les gens s'intéressent de plus en plus au foot féminin. En affluence stade, la saison dernière, on était déjà à plus de 60% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Cette année, on fait encore mieux. Comme un exemple, on a fait déjà 3 matchs à plus de 10 000 spectateurs, alors que toute la saison dernière, il n'y en a eu que 2. Donc, ce qui a changé, c'est que la Ligue est devenue professionnelle, officiellement professionnelle. Ça fait 1 an qu'on a ce statut et que les clubs sont tous collaborent pour porter ensemble ce projet. Donc, on s'entraide, on se donne des conseils, on fait des partages d'expériences, parce qu'on a tous compris, pour nous, l'objectif numéro 1 en ce moment, c'est d'amener les gens au stade, pour que les gens voient et qu'ils s'inspirent, justement, qu'il y a des petites gamines qui, je répète la phrase que tout le monde sait de Billie Jean King, you have to see it to be it, tu dois t'y voir pour t'y croire. Et donc, de voir ces filles qui jouent au foot, après, le gamin rentre à l'école et peut-être il va accepter qu'une fille peut jouer avec eux aussi dans l'équipe dans la cour de récré, qui est déjà un énorme progrès. Donc, moi, je dis en termes d'affluence et d'intérêt, le train est parti. La tendance est là. Donc, c'est à nous de l'alimenter. C'est à vous, le centre de tout, c'est vous. C'est les sportifs, vous êtes les héroïnes de ça. Et c'est à vous aussi d'alimenter et d'inspirer ces filles de vous suivre. Oui, c'est ce que je voulais dire en complément. Moi, j'ai noté quelques noms de femmes, de sportifs qui m'avaient marqué dans l'actualité cette année. Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur du Tour de France féminin. Loïse Boisson, vous vous souvenez de ses exploits au tournoi de Roland-Garros. Violette d'Orange sur le Vendée Globe. Aurélie Aubert, vainqueur de la première médaille en or en plus d'une équipe de France aux Jeux paralympiques en boccia, un sport que peu de gens connaissaient avant les Jeux paralympiques. Et puis l'équipe de France de volleyball qui a atteint les quarts de finale en Thaïlande cet été, alors qu'elles n'avaient pas disputé, elles n'étaient pas qualifiées pour des mondiaux depuis 41 ans. C'est aussi ces figures, et vous en faites partie, qui font que les petites filles, pas que, vont vouloir vous suivre, vont vouloir faire vos sports, vont vouloir vous imiter. Roger Federer, Nadal, ils donnent envie de jouer au tennis pendant Roland-Garros, pendant Wimbledon. Vous êtes des moteurs. Et nous, de l'autre côté, parce que c'est un peu un effet boule de neige pour faire avancer tout ça. Et c'est un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais sur le paralympisme, qui est une thématique sportive moi, qui me tient à cœur, c'est aussi notre boulot à nous, journalistes, en conférence de rédaction, et ça commence dès 3-4 heures du matin, la nuit, ici, avant qu'on décide ce qu'on diffuse le matin quand vous vous réveillez, vers 6h30, 7h. C'est aussi à nous d'être force de proposition, de dire, regarde, il y a cette équipe féminine où il y a cette sportive qui a fait un résultat, qui a fait une performance, il faut la mettre en avant. Si vous ne faites pas de performance, c'est compliqué pour nous de vous médiatiser. Si vous en faites, vous êtes des icônes, vous êtes des exemples, et on vous met à la une toutes ces femmes. Elles ont été à la une cet été, cette année, et elles donnent envie aux petites filles de faire du sport derrière. Si je peux intervenir. En fait, c'est facile de faire ça, de mettre à l'honneur les femmes qui font des performances et des exploits. Et en fait, c'est pas de ça dont le sport féminin a besoin. C'est d'une exposition constante. On donne les résultats de la Ligue 1
50 fois dans le week-end. On donne les résultats de la première ligue Arkema une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et on va donner un match. Et on va peut-être donner le PSG au Lyon ou le OL Lyon PSG. Mais dire on va exposer celles qui font des exploits fantastiques, ben moi je ne suis pas d'accord, parce que chez les hommes, ils n'ont pas besoin de faire des exploits fantastiques pour qu'on les expose. Je suis d'accord, mais on se bat tous les jours, tu sais, en conférence de réaction pour dire il n'y a pas que Kylian Mbappé au Real, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas que Monaco, il n'y a pas que Marseille, il y a tout le reste. Sauf que nous, souvent, pour te donner un peu le détail de ce qui se passe dans nos rédactions, chez vous c'est pareil, ça dure 1 heure, 1h15, 1h10. On passe après la politique qui prend en ce moment toute la place. On passe après la géopolitique qui a pris toute la place ces dernières années, depuis la guerre en Ukraine. Le Moyen-Orient, je ne vous fais pas de dessin. Et à la fin, on nous dit, quand on ne nous oublie pas, et vous, au sport, vous avez quoi? Tu vois? Et on va nous dire, oui, ça je prends pas. Ce n'est pas nous qui avons le final cut, comme on dit à la fin. Donc on est obligé d'être pertinent. Et on est obligé de faire des choix en amont. Et si on propose une idée qui a ni queue ni tête, même si derrière il y a volonté de mettre en avant une performance même qui est pas énorme, ou une personnalité, ou une passion sportive, on va nous retoquer directement. Oui, moi j'aimerais juste rajouter que je suis d'accord, parce que dans le discours, malheureusement, ça remet la responsabilité sur les athlètes, alors que nous, on performe déjà. Et dans la réalité, on parle d'exploit, il faut extrêmement performer pour avoir de l'attention et très peu d'attention. C'est-à-dire qu'on nous demande beaucoup plus de performance que les hommes pour être médiatisés. On a parlé de l'Olympique lyonnais, je crois qu'elles étaient 7 fois championnes de la Champions League, et elles n'ont pas fait la une parce qu'il y avait le Tour de France, une étape du Tour de France en même temps, et que c'était à la Philippe, et que du coup, la raison c'était l'audience. Voilà. Donc il y a aussi quand même un discours, un narratif à replacer quand même, parce que c'est pas juste. On n'est vraiment pas pour le moment dans un système égalitaire, et c'est plus aussi un problème systémique que de dire bon ben si vous performez vous allez être visible, parce que c'est faux. La réalité c'est qu'il faut performer 10 fois plus, et que quand on est performante, on a quand même droit à la 10e, 12e page, et pas nécessairement la une, et sur ça on n'a pas le contrôle. Donc la responsabilité pour moi elle n'est pas sur les athlètes, et on le voit. Pauline, ça fait des années qu'elle est performante. Clarisse, avant d'être médiatisée, elle avait déjà été 5 fois championne du monde, donc c'est pas évident pour l'athlète de sortir son épingle de jeu, et en plus il suffit pas nécessairement d'être que performante pour être médiatisée. Non, mais par exemple, quand on parle du Tour de France féminin, quand on se mène chez France Télévisions, il faut savoir que cette année, les chiffres ont explosé au niveau des audiences. La dernière étape, donc celle de la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, elle a eu un pic à 7,7 millions. C'est énorme. Il y a eu plus de 500 000 spectateurs en plus chaque jour. Donc moi, je pense que votre rôle, effectivement... Alors, nous, on est dans une considération, dans un contexte différent par rapport le service des sports de France Télévisions par rapport à vous, parce que nous, on parle que de sport. Donc, que ce soit des exploits masculins ou féminins, on les traite de la même façon en fonction de l'histoire et de la hiérarchie de la performance. Alors après, évidemment, on peut discuter de la hiérarchie de la performance, mais il n'y a pas, je pense que chez nous, enfin c'est pas que je pense, j'en suis certaine, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire que voilà, on traite les filles de la même façon que les garçons. Après, je pense que vous, championne, vous avez un rôle qui est incroyable, parce que quand on parle de Clarisse, elle a fait changer les mentalités. Clarisse, grâce à Clarisse Agbenienou, eh bien maintenant vous promenez vos enfants dans toutes les compétitions. Elle a fait changer les règles. On voit Manon Apiti maintenant avec son fils. C'est un sac à main, son fils. Elle l'emmène partout. Il est à l'entraînement, il est au milieu de l'Almegro. Enfin, il est partout. C'est vraiment ça. Elle a fait changer quand même la façon de voir le judo, puisque elle amène Clarisse, elle amène sa fille en salle d'entraînement, ce qui ne se faisait jamais. Après, et on parle maintenant de tout ce qui est la puberté, des cycles menstruels, ce qu'on n'évoquait jamais avant. Et ça, c'est grâce à des grandes championnes comme vous qui avez fait évoluer aussi la place de la femme dans le sport, et qui obligent les clubs à prendre des dispositions par rapport à ça.
Oui, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que moi, quand j'ai créé Essential Stories pendant le Covid, c'était justement pour parler de tous ces sujets qui étaient invisibilisés. Parce que, comme on disait, on avait peu de fenêtres médiatiques et quand on avait la parole, c'était très superficiel et on ne pouvait pas nécessairement parler de sujets qui nous concernaient, nous, en tant que femmes. Donc, quand j'ai créé cette plateforme, c'était pour interviewer d'autres athlètes féminines et mettre en avant ces problématiques, que ce soit les différences salariales ou les cycles menstruels, la maternité, tous les autres sujets, la santé mentale qui me tenaient à cœur. Néanmoins, je suis, parce qu'à l'époque, il y avait du coup 4% de la couverture médiatique qui était dédiée aux femmes et dont 12% de cette médiatisation qui était faite par des journalistes femmes. Donc c'était dans ce sens où, comme il y a très peu de femmes qui interviewent des femmes, peut-être qu'il y a très peu de questions qui sont dirigées vers le fait d'être une femme dans le sport. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ces sujets. Malheureusement, des fois, je me dis, est-ce qu'on doit aussi parler de d'autres sujets pour être médiatisés? Parce que est-ce que les athlètes masculins ont cet impératif de devoir dire quelque chose en dehors de leur performance pour être médiatisé. Donc d'un côté, je suis quand même très contente d'avoir participé au développement de ces sujets-là, d'avoir mis en lumière des sujets qui étaient invisibilisés. Et on parle de Clarisse, il faut savoir que oui, ça fait changer les mentalités, mais elle, quand elle est dans sa pratique sportive, c'est difficile de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire c'est énorme, ouais. C'est-à-dire qu'elle est en face de fédérations qui ne comprennent pas, de coachs qui ne comprennent pas, d'un système qui ne comprend pas. Donc en fait, c'est une bataille 2 fois plus difficile en tant que femme pour réussir, alors qu'un athlète masculin ne va pas se confronter à ces problématiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai voulu dire. Si, mais voilà. Isaura, franchement, il y a 3 ou 4 ans, tu pratiquais l'escrime de la même façon. Et maintenant, l'évolution du sport féminin a changé au niveau professionnel. Par Clarisse, par des gens comme ça. On peut plus affirmer sa maternité, on peut plus... voilà, il y a... Et c'est pas parce qu'il y a un parcours qui a mis en lumière cette problématique que les choses ont changé. Est-ce que le classement des athlètes féminines est frozen pendant que tu es enceinte? Il y a plein de choses structurelles derrière. Oui, elle a réussi, mais ça ne veut pas dire que le système a mis en place des choses pour que toutes les femmes qui ont envie de tomber enceinte puissent tomber enceintes. Voilà, Clarisse a révélé que oui, c'est possible. Elle a créé pendant les Jeux le fait qu'elle puisse être en dehors du village avec son enfant, mais Allyson Félix, ça fait des années qu'elle se bat pour protéger les athlètes féminines enceintes dans les contrats. Est-ce que tous les contrats sont comme ça? Non. Est-ce qu'elle a créé une crèche à l'intérieur du village, mais personne ne l'a vraiment utilisé? Est-ce qu'il était fonctionnel? Non. Donc en fait, il y a plein de choses derrière qui sont pas encore mises en place. Ça a été mis en lumière. On a commencé à aborder ces sujets, mais c'est pas encore implémenté dans le système. Et tu peux dire que c'est une charge mentale qui pèse sur les championnes, oui, qui devrait être qui devrait être vraiment soutenue. Et ça pèse sur la performance aussi, quand on doit faire ça, alors qu'on doit aussi être une championne de haut niveau dédiée à sa perf. Voilà. Mais c'est un peu le combat du sport féminin depuis l'origine, et c'est aussi la force des championnes, pour moi, qui se préoccupent des suivantes, en fait. Et ça, il y a une conscience... c'est une espèce de conscience collective transgénérationnelle qui suit les championnes, qui essayent de se battre pour faire le mieux possible, tout en ayant conscience qu'elles viennent de là où elles viennent et de là où elles veulent aller pour les suivantes. Et ça, c'est un point très, très, très spécifique au sport féminin. Alors, il y a le sport de haut niveau, mais il y a aussi le sport amateur. Vous, forcément, que vous êtes encore une fois des modèles et vous donnez envie à des petites filles de se mettre au tir à l'arc ou à l'escrime ou au foot, enfin bon bref. Là aussi, ça, quand même, il y a une petite évolution. C'est-à-dire que, on en parlait avec Guillaume dans la cour de récréation, maintenant, déjà dans les écoles, on essaie que les cours soient plus monopolisés que par les garçons qui jouent au foot. Ce qui est déjà une première. Et on essaie d'intégrer les petites filles aussi au foot avec les garçons. Tu me racontais l'histoire de ma fille qui était à l'école maternelle et sans qu'on lui ait dit quoi que ce soit, elle a organisé une petite manifestation avec ses copines. C'était en
en CE1 ou CE2, je crois, avec les pancartes, pour manifester à l'heure de la récré, entre midi et 2, pour demander qu'il y ait un temps pour les filles ou un temps pour faire du foot avec les filles, ou peut-être qu'entre filles pour le foot. Voilà. Et bon, elle s'est faite convoquer, évidemment. C'était la meneuse. Elle s'est fait engueuler, ce qui est normal. Mais nous, on était plutôt très fiers de la voir déjà aussitôt manifester sa personnalité et le rejet de choses qui se passent depuis très longtemps dans les écoles. Moi, j'ai le souvenir qu'on monopolisait la cour pendant 2 heures entre midi et 2, à chaque récré, sans trop se préoccuper du reste et sans trop se préoccuper des filles. C'est pas joli, Guillaume, Non, mais bon, bref. mais c'est vieux, ça a changé depuis. Ouais, ça a changé. Alors, le sport, il y a aussi un vrai problème qui essaie d'évoluer, c'est le décrochage du sport au niveau des adolescentes. Je pense que c'est son cheval de bataille et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, ça. Je dirais pas que c'est mon cheval de bataille, mais je le vois vraiment beaucoup. Dans un sport, en tout cas dans mon sport, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs, de futures jeunes filles qui veulent faire des grandes études ou des études de médecine, peu importe. Et finalement, il y en a beaucoup qui arrêtent le sport du haut niveau parce qu'ils veulent ou elles veulent faire de grandes études. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas encore ce truc-là qui va dans ce sens d'aider et d'empêcher de décrocher le sport de haut niveau pour avancer. Mais je trouve que ça avance dans le bon sens. Et moi, j'en ai fait les frais, puisque j'ai fini ma licence de chimie. Mais en tout cas, ça avance dans ce bon sens. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Andrea, toi, tu peux peut-être nous parler du modèle anglais que tu connais bien par rapport au foot et par rapport à l'inclusion des jeunes filles dans le foot. Oui, déjà, je voulais, pour répondre à... Donc déjà, le foot, on a la chance parce que beaucoup de clubs permettent le double projet. La meilleure joueuse de la Arkema Premier League l'année dernière, Clara Matteo, est ingénieure chimiste. Dans mon équipe à Lens, j'ai une doctorante. Et surtout, je vais vous faire la pub de cette formation dont j'ai 6 joueuses inscrites. À l'Université de Lille, ils ont créé un Bac+3, une licence pour les sportifs de haut niveau, en partant du principe qu'il faut plutôt valider ce que vous savez plutôt que de vous demander d'apprendre des choses complètement inouïes. Et donc, on offre à nos joueuses ce Bac+3 qui valide les modules nutrition, kiné, tout ça, et elles sortent avec un diplôme tout en faisant leurs études. Donc c'est possible, et comme tu dis, ça avance doucement, mais il faut aussi que les clubs ils mettent de leur, parce qu'il faut aménager des entraînements pour que ce soit, si la fille a un examen, tu ne peux pas lui mettre un entraînement au même moment. Donc voilà. Et côté modèle anglais donc j'ai vécu 20 ans en Angleterre. Donc évidemment, je crie sur tous les toits pourquoi je crois en foot féminin, parce que je l'ai vu là-bas. J'ai mon club de cœur, vous êtes les dernières personnes sur la planète à l'apprendre, c'est Arsenal, parce que j'en parle partout. Arsenal sont partis d'un club qui jouait, leurs filles jouaient devant 2000 personnes il y a quelques années. Maintenant, en moyenne, ils font 38 000 et ils jouent tous leurs matchs à Emirates, le grand stade. Et donc, puisque je l'ai vu grandir là-bas, j'y crois. Et je me dis, nous, on a la mission, je pense que les gens comprennent le mieux, par exemple. Et donc, on a tous la mission de montrer, par exemple, que c'est possible. Vous, en tant que... Et je me rends compte de la difficulté ce qu'était de faire un sport individuel. Parce qu'un sport collectif, j'ai tellement peu de problèmes par rapport à vous, rien qu'en médiatisation. Parce que nous, on fait partie d'un club masculin on a des entrées dans tous les journaux du pays. Donc pour moi, c'est juste parler avec le mec de la com que je fasse un article dans l'équipe. Alors que pour vous, en tant que sportif individuel, je comprends la difficulté de la tâche, de la médiatisation. Mais donc pour revenir à l'Angleterre et généralement à d'autres pays, la chance qu'on a un peu dans notre départ un peu plus tard de la professionnalisation du foot, c'est qu'on apprend des avancées des autres et qu'on peut prendre des leçons. Et donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Par exemple, le décrochage, c'est une histoire d'études. Mais dans le foot, c'est tout bête. C'est un décrochage à cause de manque de vestiaire. Les filles à la puberté ne veulent plus se changer devant les garçons. C'est normal. Et du coup, il y a un énorme décrochage à l'âge de 14 ans, 13-14, des filles, des pratiquants du foot. Donc, en Angleterre, Barclays donne 20 millions de livres par an à la Ligue anglaise. Et ils ont créé, je crois, 20 000 nouveaux vestiaires.
Et du coup, elles ont 2 millions de licenciés. Donc c'est un truc aussi bête que les vestiaires. Donc voilà. Toi, tu connais beaucoup les États-Unis, comme Isaura, et le sport féminin, le développement du sport féminin et tous les progrès viennent aussi des investisseurs. Comment les investisseurs peuvent-ils s'intéresser et comment on les amène à s'intéresser au sport féminin? Aux États-Unis, tu as été confronté à ce genre de problématique. Aux États-Unis, la grande inspiration pour le foot féminin, c'est la Coupe du Monde 2019 en France, avec les États-Unis qui gagnent et un stade entier qui crie Equal Pay, puisque c'était le combat de l'équipe féminine à ce moment-là, qu'elles ont gagné d'ailleurs. Elles ont fini par obtenir exactement les mêmes rémunérations que les garçons, avec un système qui est très ingénieux et à mon avis super simple à mettre en place. En fait, ils prennent un cycle de Coupe du Monde féminine-masculine. En fonction des résultats, ils font un pot commun. Et il y a des barèmes d'allocation en fonction des performances qui sont les mêmes pour les équipes féminines et masculines. Donc c'est hyper simple à mettre en place. Si on voulait, on pourrait. Donc cette victoire des États-Unis, le défilé à New York, les prises de parole fortes, ça a inspiré des investisseurs qui se sont dit... ils ont vu le stade entier suivre les championnes. Ils se sont dit c'est fantastique. Il y a un potentiel économique énorme. Les Américains, ils investissent pour gagner de l'argent. Et ils ont un modèle de ligue fermée qui favorise l'investissement. Donc, ils y sont allés. C'est plus d'1 milliard d'investissements qui a été fait en 5 ans, ne serait-ce que sur la ligue féminine de foot. Et après, il y a le basket, il y a une nouvelle ligue qui s'est montée. Il y a 3 nouvelles ligues qui sont montées en volley, dont 2 qui fusionnent. La ligue de hockey a été complètement refondée. Donc, il y a une tendance énorme et les Américains ont compris que le potentiel était immense et ce qui ressort chaque fois, c'est le lien qui lie les championnes au public est tellement fort que c'est ça qui crée la valeur. Et c'est pour ça que les investisseurs y vont, en fait. Isaura, tu es tout à fait d'accord, puisque toi, tu t'entraînais aussi aux États-Unis. Est-ce que dans ton sport, qui est un sport, on va dire, individuel, tu as ressenti ça? Oui, complètement. Enfin, moi, ce que j'ai aimé, vivre aux États-Unis, ça m'a un peu donné le courage de parler plus de qui j'étais, parce que je crois que ce qui a bien fonctionné, c'est la place des athlètes dans la société américaine. Ils sont plus valorisés quand même et ils sont plus vus comme des rôles modèles. Et moi, ça m'a encouragée du coup à parler de mes combats en dehors de ma pratique sportive, de mes intérêts aussi pour la mode, et à en fait créer des ponts avec d'autres univers. Là où je trouvais qu'en France, en tant qu'athlète, on reste souvent, enfin, on nous assigne souvent à des cases. Et du coup, moi, je m'y retrouvais pas parce que déjà depuis toute jeune, j'ai pas fait que de l'escrime. J'ai fait des études de commerce à côté, et puis j'avais des intérêts. J'ai voyagé dans plusieurs pays. Tu étais fan de Céline Dion? Enfin bon, bref. Enfin, seulement karaoké et avec un peu d'alcool, mais oui. Mais voilà, il y a plein de sujets qui m'intéressaient. Et voilà, ils sont plus outspoken aussi. Et je pense que ça rejoint aussi la façon dont on peut, en tant qu'athlète féminine, toucher différents types de publics, parce que il y a des recherches qui disent qu'aussi les personnes qui s'intéressent au sport féminin sont des jeunes, sont des personnes engagées, sont des personnes dynamiques et intéressées aussi, pas que au sport, mais à qui sont les femmes derrière les athlètes. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant. Quand j'ai fait la série documentaire aussi Focus sur Élodie Clouvel, Magda Véténin, Marie Patouillet, Madeleine Malonga, c'était pour aller au-delà de leur performance, qui elles sont en tant que femmes derrière les athlètes. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je pense que ce que ça m'a appris, en tout cas, c'est à changer les narratifs autour du sport féminin et à aller raconter autre chose. C'est du storytelling tout simplement, hein. Du coup, c'est ce qu'ils font, qu'est-ce qui touche les gens, qu'est-ce qui fait qu'on pourra connecter avec eux. On veut savoir qui sont les personnes. Je pense que c'est pour ça qu'on voit tellement certains athlètes masculins qu'on a l'impression de les connaître alors qu'on ne les connaît pas. Et c'est ce qu'on n'a pas pour les athlètes féminines. On n'a pas cette possibilité de se raconter. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et je pense que c'est ce qui peut nous permettre d'aller plus loin. Voilà. Tu penses qu'on ne parle pas assez des femmes?
dans les médias. C'est vrai des femmes en général. Oui, non, mais de vos performances. Non, ce que j'ai dit, c'est que c'est la façon de raconter aussi. Je pense que les garçons, on s'attache qu'aux performances et aux femmes, on s'attache à leur histoire. Non, j'ai dit que ce que ça m'a appris les États-Unis, c'est de raconter le sport différemment. C'est-à-dire que ici, il y avait certains médias que vous faites très bien de le relais des compétitions, du côté sportif, mais que ça n'existait pas d'autres types de médias où on pouvait raconter la femme derrière l'athlète. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que Clarisse, c'est la maternité, ce genre de choses. Donc en fait, raconter d'autres narratifs, quels sont les centres d'intérêt. Il y a des athlètes qui vont juste dire « moi j'aime les jeux vidéo ». Certaines filles vont se dire moi aussi j'aime le sport et le sport vidéo. Un sponsor va se dire on peut la mettre dans un sport vidéo, et ça peut créer une communauté, un écosystème, et voir comment raconter des histoires différemment. Je pense que pour les investisseurs aussi c'est intéressant, parce que ils peuvent voir, si tu montres qu'en tant qu'athlète tu aimes par exemple la mode, on peut raconter ton histoire et aussi se rattacher à, je sais pas, Coco Gauff, New Balance, on fait une collaboration New Balance Miu Miu et on raconte autre chose. C'est ce que des Serena Williams ont fait, des Naomi Osaka ont fait. Voilà, quand Naomi Osaka elle vient et qu'elle fait l'US Open, quand c'était le Black Lives Matter, elle a connecté avec des gens. Après, cette fois-ci, elle est venue avec ses Laboubou en strass. Elle a connecté avec d'autres personnes à travers la mode. En fait, c'est comment on touche les gens au-delà que de la pratique sportive, puisque c'est très court, quoi, surtout dans les sports comme les nôtres. Et après, je pense que les gens s'attachent aux athlètes, et une fois qu'on s'attache, on suit, et on s'en fout qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On suit, en fait. C'est ça que les fans veulent. Alors, tu parles des réseaux sociaux, et c'est très intéressant parce que dans l'étude de l'ARCOM, on s'est aperçu que le seul hic qu'il y avait dans la représentation, dans ce qu'on pouvait dire de la pratique sportive féminine, ça venait justement des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, où ils allaient justement tout le temps sur les préjugés. Et c'est ce qui a été pointé du doigt par l'ARCOM, c'est-à-dire que beaucoup se sont servis de ces réseaux pour aller sur ce qu'on appelle les gros préjugés féminins. Et comment vous, par exemple, vous, les sportifs de haut niveau, vous vivez parfois l'affront qu'il peut y avoir sur vous pour X ou telle raison sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine que à titre personnel ça doit être très compliqué à vivre. Alors moi je dirais que j'ai pas du tout été dans ce cas-là. Peut-être que c'est parce que je suis dans un sport où les gens sont bienveillants, je sais pas, mais en tout cas il y a toujours eu une communauté autour de moi qui était très bienveillante et qui m'aidait à performer, et ça m'a poussée. Par contre, je l'ai déjà vu sur d'autres équipes, notamment l'équipe de gymnastique il y a quelques années, qui avait eu des sales commentaires quand même. Et ça, c'est la dérive des réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est compliqué de s'en détacher parce que, comme l'a dit Isaura tout à l'heure, il y a une certaine dépendance. On est dépendant des réseaux sociaux pour pouvoir avoir des partenaires derrière, pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir une image. Donc on en a besoin. Mais ils sont quand même plutôt néfastes à certains moments. Il faut savoir s'en détacher. Et je pense que déjà d'avoir quelqu'un qui gère pour nous, ça peut nous aider à gérer les bad buzz, si jamais il y en a. Pour ma part, je coupe totalement le téléphone avant chaque compétition, avant chaque sélection, pour pouvoir vraiment être au clair et être au taquet sur ce que j'ai à faire. Et après, je pense que chacun le gère à sa façon. En tout cas, moi, ça a été la mienne. Andrea, dans le foot féminin, ça doit y aller sur les réseaux. Oui, moi, au début, ça m'intéressait de lire, par exemple, dans l'équipe, les commentaires. Je ne lis plus. C'est le plus simple. On fait que... Non, mais ça ne sert à rien. C'est des mecs qui se cachent derrière des pseudos pour dire des conneries. Non, merci, quoi. Et en plus, il faut offrir aux filles, je pense tous les clubs, on leur offre des cours de comment gérer la vie sur les réseaux sociaux. C'est un mal nécessaire de nos jours, qui permet aux athlètes féminines d'exister et de développer leur fanbase, comme on dit. Mais en même temps, il faut savoir le gérer et ne pas... et dans le foot, évidemment, comme c'est plus médiatisé, il y a plus de âneries qui sont dites. Donc, mon conseil, c'est vraiment, comme tu fais, hein, ne regarde pas, éteins le téléphone. Il y a des solutions techniques qui existent. Il y a des sociétés qui ont développé des solutions qui protègent les réseaux sociaux
Et il y en a certaines qui sont spécialisées sur le sport féminin, qui entraînent leur modèle justement sur les commentaires sexistes, etc. Alors avant que Guillaume accueille vos questions, juste pour conclure rapidement, alors comment le sport féminin, est-ce que le sport féminin, selon vous, incarne le nouveau souffle? Isaura? Oui, non? Oui. Bon, là c'est rapide. Hein. Lisa? Ouais, je dirais complètement. Déjà parce que je vis dans le monde des bisounours, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, que oui, il y a quelque chose qui a été créé. Et là, c'est à nous maintenant, athlètes, dirigeants, de créer encore plus loin, de faire prendre cette boule de neige qui est en train de prendre doucement. Andrea? On est deux dans le monde des bisounours parce que j'y crois à fond, vraiment à fond. Et je vois le moment qu'on a et le potentiel qu'il y a. Et donc, j'y crois à fond la caisse. Et Sophie? Moi, j'y crois à fond. J'ai créé une société qui est 100% focus sur le développement économique du sport féminin. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la newsletter sportpower.com, HER à la fin. Et voilà, je suis 100% dédiée à cette cause et à cet investissement. Et juste pour finir, des chiffres de la Coupe du Monde de rugby féminine, parce que celle-là, tout le monde vient de voir au moins un match. Sur les 6 matchs de l'équipe de France diffusés par TF1 et France 2, 18,2 millions de téléspectateurs. C'est juste un énorme succès. 3,8 millions pour un France-Angleterre, la plus forte audience de tous les matchs. Ça, c'était pour les filles. Et vraiment, ça montre l'évolution et en quelques mois, seulement après les Jeux Olympiques. Vas-y Guillaume. Pour dépasser les 2 questions qu'on a eues ce matin, je vous demande de faire des questions courtes et s'il vous plaît mesdames, des réponses les plus courtes possibles pour qu'un maximum de personnes puissent intervenir, partager ou vous questionner. Madame. Bonjour, moi je voulais savoir si pour vous la promotion du sport féminin ça passe aussi par plus de coachs féminines. Je pense par exemple au rugby et au foot. Les entraîneurs de Ligue 1 sont des hommes et souvent on associe les femmes aux équipes féminines. Enfin, l'équipe de France, ça a longtemps été Corinne Diacre. La coach de l'équipe de rugby, c'est une femme. Et c'est pas le cas forcément des équipes Ligue 1 ou Top 14. Mais ça doit être le cas aussi dans d'autres sports. Enfin, en tout cas, je voulais savoir si c'est quelque chose que vous constatez qu'il y a plus de coachs masculins, je pense. Et est-ce que ça passe aussi par ça ? Oui, donc il y a effectivement un désir au moins de la fédération de foot d'encourager ce type de choix de carrière et qui est moi, mon club, parce que je suis aussi présidente de la section féminine en club, nous on a un coach femme pour notre équipe féminine. Et d'ailleurs ce matin je parlais à quelqu'un et il m'a dit combien d'équipes masculines sont entraînées par des filles. J'ai pensé à Corinne Diacre qui avait entraîné Clermont. Forest Green Rovers en Angleterre ont une femme pendant une période. Voilà, mais donc au niveau de fédération, on fait tout pour encourager, effectivement, mais il faut que les filles, qu'on donne aussi plus de médiatisation aux femmes entraîneurs qu'on a, pour que les filles disent moi aussi je veux faire ça. Et d'ailleurs, je suis encouragée parce que parmi mes joueuses à Lens, il y en a plusieurs qui passent maintenant leur diplôme pour devenir coach. Donc la tendance est là, mais c'est à nous aussi de l'encourager, d'aménager leur horaire pour qu'ils puissent faire ça. Autre question, monsieur. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle William, je suis professeur d'EPS. Bon, moi, déjà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Dans tous les établissements que j'ai fait depuis 15 ans, j'ai jamais plus de 10-15% de mes élèves qui sont licenciés, enfin de filles, qui sont licenciées à l'association sportive. Et en fait, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est des sujets qui arrivent de plus en plus, mais on commence à nous former rien qu'à la façon dont on envisage l'élève-fille dans nos cours, parce que le sport, j'ai l'impression que c'est quand même par des garçons, pour des garçons. Et c'est pas pour rien que parfois il y a des athlètes féminines qui passent par des photos en maillot de bain pour pouvoir avoir plus de visibilité. Mais c'est vrai que moi, mes élèves, j'ai l'impression qu'elles s'y retrouvent pas, qu'elles ont du mal après à continuer leur sport et que la plupart elles finissent dans des salles de sport plutôt que dans un club. Donc du coup, ce serait plutôt pour vous, mesdames, parce que Isaura et Elisa, merci, vous êtes l'élite de nos sportives, mais du coup, j'ai quand même peu d'élèves qui finissent comme vous. Et du coup, comment on peut changer cette vision, cette façon dont on envisage le sport féminin de manière générale ? Parce que voilà, c'est un peu compliqué pour mes élèves filles de s'y retrouver. Et malheureusement, les garçons, ils se retrouvent toujours dans des personnes, mais les femmes, elles ont du mal à se voir
Juste, il y a un vrai problème de décrochage de sport chez les adolescentes, ça c'est certain. Pourquoi? Dû à la puberté, à la façon dont on voit son corps, le regard de l'autre. C'est ce que disait Andrea aussi, les vestiaires safe. Enfin, il y a la façon dont en plus, si c'est des écoles mixtes, comme la plupart, c'est compliqué le regard des garçons et tout ça. C'est un vrai problème. Oui, le décrochage. La plupart de nos athlètes, après, elles finissent comme Isaura. Elles ne sont pas que sportives, elles sont aussi militantes, parce qu'il y a aussi la place de la femme dans notre société qui est en jeu. Donc, ça, c'est pas grave. Alors, il n'y a pas de militants hommes, parce que bon, ça, c'est pas nécessaire. Mais... Moi, c'est une question que je me pose parce que je monte mon association en Guadeloupe pour les jeunes filles. Et c'est pas justement du sport de haut niveau, c'est du sport bien-être parce que, par exemple, en Guadeloupe, mais je pense aussi dans l'Hexagone, des hommes qui font pas de haut niveau vont se retrouver pour aller faire du futsal ou du sport, enfin, aller faire des sports spécifiques. Et je pense que l'évolution de la place de la femme fait que on est de plus en plus indépendante, autonome, donc on peut avoir une carrière et avoir une famille, mais il n'y a pas encore dans l'inconscient collectif le fait que le sport peut avoir une place en tant que sport bien-être dans notre mode de vie. Et après là, ça dépend pas, je pense, que des athlètes de haut niveau, mais je pense que c'est aussi une déconstruction et puis une éducation de toutes les femmes à se dire je peux m'accorder du temps pour moi parce que c'est difficile encore pour les femmes tout simplement de faire des choses pour elles-mêmes et que le sport ça peut m'apporter de l'épanouissement personnel et du bien-être au-delà de la gestion de ma famille et de ma carrière. Donc je pense que c'est des choses qui prennent encore du temps. Je sais pas si c'est mais J'espère qu'on le fera de plus en plus et que les femmes s'autoriseront à faire des choses pour elles. Mais ouais, Une dernière question. Bonjour. Je voulais savoir, on parle de nouveaux sports féminins, mais est-ce qu'il y a une amélioration également sur la prise en compte des cycles menstruels par les coachs ou par les fédérations ? Oui, alors moi je vais parler que de mon sport, parce que pour l'instant c'est vraiment ce que je connais, mais en tout cas il y a une vraie prise de conscience au niveau du tir à l'arc, au niveau des coachs qui sont tous masculins, pour essayer de mettre en place quelque chose qui colle au cycle féminin et qui puisse, où tu puisses vraiment te sentir pleinement en capacité de réussir malgré ton cycle et même de jouer avec, d'en être plus forte grâce à ça. Et je trouve que ça avance dans le bon sens encore une fois. Les mentalités évoluent, mais il faut libérer la parole un petit peu par rapport à ça.